Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Bonjour et bienvenue à cet épisode dans le garage des dérangeants, présenté aujourd'hui avec le QGDA, le Quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme. Et aujourd'hui, on aborde les tabous, les 7 plus grands obstacles qui font que les jeunes d'aujourd'hui ne se lancent pas en affaires. On a recensé ce qu'on entend le plus souvent, puis on vous présente aujourd'hui les obstacles, mais surtout les solutions à ces obstacles-là. Et pour ce faire, je suis heureux d'avoir Marie-Claude Duquette avec moi. Salut Marie-Claude. Salut. Content de te voir, content d'avoir un épisode comme ça, très concret. Oui, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur un épisode. Absolument, ça va faire comme une dizaine d'épisodes qui ont passé. Bien content de te retrouver. Et surtout, on est très heureux d'avoir aujourd'hui 2 experts du QGD avec nous. On a Luc Boulanger, qui est conseiller pédagogique à la vie étudiante au Cégep de Saint-Jérôme. Salut Luc. Salut Carlo. Et Léopold Canela, qui est président du Club d'entrepreneuriat étudiant du QGDA. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Alors, commençons avec le QGDA. C'est quoi cette initiative-là du QGDA? On en a déjà parlé chez le Dérangeant parce qu'on est fiers d'être associés à vous, mais prenons 2 petites secondes pour en reparler. Qu'est-ce que c'est le QGDA? Bien, le QGDA, c'est un projet parascolaire du Cégep de Saint-Jérôme qui est destiné aux jeunes qui ont de l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Autant un jeune qui veut démarrer une entreprise qu'un jeune qui veut juste découvrir s'il y a le potentiel pour pouvoir démarrer peut-être un jour ou non son entreprise. OK, c'est comme un chemin qu'il peut faire en même temps que ses études. Oui, c'est un peu comme l'entrepreneuriat études, qu'on pourrait dire. Tu sais, le sport études existe. On peut faire la comparaison aussi avec l'aspect de l'entrepreneur études. On offre plusieurs activités aux jeunes là, qui leur permettent à ce moment-là de pouvoir développer leurs compétences entrepreneuriales. Absolument. Puis toi, au niveau du club d'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Bien, avec d'autres élèves, on est dans un comité exécutif. Donc, on peut lancer des activités, faire des 5 à 7 pour aller développer peut-être cet aspect-là qui est plus personnel avec les étudiants. On est proche, je pense qu'on est les personnes qui connaissent le mieux ce que les étudiants ils veulent. Fait que ça permet d'avoir cet aspect-là plus intéressant. Là. Je sais pas pour toi, Marc-Claude, mais moi, je l'ai souvent dit, mais j'aurais dû et j'aurais aimé participer à des clubs d'entrepreneuriat puis à des activités entrepreneuriales au Cégep. Moi, j'ai attendu à la fin de mon université pour le faire, mais ça a changé ma vie. Là. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu débloquer beaucoup plus tôt dans mon cas. Mais c'est ce que je parlais tantôt, là, Luc, on s'en parlait. Moi, étant allé au Cégep, si j'avais su que c'était quelque chose qui était accessible puis d'être disponible, parce que je pensais pas, moi, avoir cette fibre-là à ce moment-là. Moi, je suis au Cégep, puis je pensais même pas le porter. Puis c'est au travers d'un projet au Cégep que j'ai fait « Oh, il y a quelque chose chez moi », mais c'était quelque chose qui m'était complètement inconnu, que je connaissais pas. Ah oui, absolument. Et on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est peu importe les programmes d'études. Bien, c'est ça qui est intéressant au niveau du QGDA. On a des jeunes de différents programmes, que ce soit naturellement des jeunes en administration, que des jeunes, par exemple, au niveau de loisirs, en restauration, en sciences humaines. Alors, une belle variété de jeunes là, qui sont présents, là, qui peuvent échanger entre eux, puis ça permet aussi de croire qu'ils peuvent démarrer une entreprise, peu importe leur programme. Mais moi, ça a été... Là, je me suis encore du moment à l'université où j'étais assis avec 15 autres entrepreneurs, puis on brassait des idées de plan d'affaires, puis on était dans une rencontre, puis là, il fallait questionner le plan d'affaires de l'autre. Puis ça a pris 5 minutes, j'ai fait « Oh my God, je suis comme eux autres ». Moi, ça a été comme un point de... Parce que moi, je pensais pas que je l'avais, la fibre. C'est quelque chose que j'admirais, mais que je pensais pas que j'avais ça en moi. Puis dans cette rencontre-là, de côtoyer d'autres personnes, comme on le fait dans un club d'entrepreneuriat ou comme on le fait dans un programme, ça a changé ma vie parce que ça a été comme une validation que j'ai faite. Je suis vraiment comme eux autres. J'ai ce même état d'esprit-là, ces mêmes réflexes-là. Tout est à peaufiner, mais je sentais l'essence de l'entrepreneur en moi qui a été confirmée. Je pense que c'est aussi de démystifier qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat au niveau collégial. Dans le sens que ce à quoi tu fais face à ce moment-là dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu dois te mesurer justement aux gens que tu vas chez les dragons. Des fois, c'est beaucoup plus simple que ça. Puis c'est là les premiers indices que tu l'as, cette fibre-là. Puis que fait que ça, c'est le fun au QGDA, les gens ils peuvent vraiment le développer. C'est un beau projet. Autant entre nous, au Cégep de Saint-Jérôme, avec le QGDA, on est capable d'avoir des étudiants qui sont plus de la même région. Donc, on a des valeurs qui se partagent. Mais aussi grâce à des organisations comme la CE qui accompagnent les entrepreneurs étudiants dans tout le Québec. C'est vraiment des initiatives qui permettent à nous de rencontrer des gens, ça, comme tu disais, qui ont vraiment... On se dit, on est comme eux. Fait que c'est accessible. Absolument. Puis là, aujourd'hui, on va démystifier les mythes, ce qu'on entend le plus souvent qui fait que les gens ne se lancent pas en affaires. Des fois, c'est des vraies raisons, des fois, c'est plus des excuses, puis des fois, ça vient d'un background d'éducation que moi, le premier, je n'ai pas eu une éducation très entrepreneuriale, donc j'avais plein de freins à enlever de mon chemin, justement, pour avancer. Fait qu'on va faire le tour de ça. Pourquoi, Luc, tu penses que c'est important qu'on brise ces mythes-là des freins de l'entrepreneuriat? Parce que si on regarde à l'automne dernier, il y a une étude qui a été réalisée concernant l'entrepreneuriat.
qui était indiqué comme quoi qu'il y avait un déclin d'entrepreneuriat. C'est sûr que nous, du côté du Cégep de Saint-Jérôme, on ne voyait pas vraiment ce déclin-là. Par contre, au niveau du Québec et du Canada, d'après les statistiques, c'est prouvé qu'il y a malheureusement un déclin. Ce déclin-là peut s'expliquer de différentes façons. C'est sûr qu'il y a des variables extrinsèques là, qui existent au niveau, par exemple, de la démographie, parce que naturellement, les jeunes sont davantage portés à démarrer une entreprise que les personnes qui sont plus âgées. Le contexte économique aussi. Le fait, par exemple, là, d'avoir un marché de l'emploi, un taux de chômage qui est très bas, fait en sorte que les gens ont moins d'avantages de démarrer leur propre entreprise. La récession, l'inflation, tout ça, c'est des facteurs là, qui font qu'on peut se poser la question si on peut démarrer ou non son entreprise. Alors aujourd'hui, je trouvais ça intéressant justement par rapport à certains mythes, certains obstacles qu'on peut recenser, d'essayer de faire en sorte d'indiquer aux gens, bien, c'est peut-être pas un vrai obstacle, c'est peut-être une pensée limitante, là, des fois, comme on appelle là, comme terme. Vous êtes prêts pour le premier? Oui. Moi, c'est une phrase que j'ai entendue 153 fois dans ma vie, c'est « J'aimerais ça me lancer en affaires, mais j'ai pas d'argent ». Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus par rapport à l'argent? Est-ce que tu l'as entendu, toi? Bien, je l'ai entendu, puis je l'ai entendu au cégep l'autre fois qu'on était là. Quelqu'un a dit « Ouais, mais j'ai pas d'argent ». Puis j'ai plus moi à dire « Mais il y a 1000 manières de pouvoir contrer ça. » Et je pense que, Luc, tu en avais justement. Il y a des bourses qui sont données par le QGDA. Effectivement. Bien, c'est sûr que, premièrement, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment de l'argent pour démarrer une entreprise? Parce que des fois, on me demande combien il faut d'argent pour démarrer une entreprise? Puis à ce moment-là, je réponds que ça peut être tout simplement absolument rien. Si on est dans une entreprise de service, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. On peut avoir seulement son ordinateur, un véhicule pour se déplacer. C'est tout simplement, c'est juste ça qu'on a besoin. Tandis que c'est sûr que si quelqu'un veut démarrer un restaurant, on s'entend que là, ça va être vraiment plus important là, comme coût de démarrage de projet. Il existe, comme tu disais, des bourses. Du côté du Cégep de Saint-Jérôme, il y a un parcours émergence qui a une bourse là, de 5 000 $ qui est divisée en 4 versements, qui permet à ce moment-là des jeunes de pouvoir démarrer leur projet ou de continuer un projet qu'ils ont déjà à ce moment-là. Puis à travers le Québec, il y a différentes possibilités là, pour aller chercher du financement, qui n'est pas nécessairement du financement traditionnel. On peut penser à Créavenir là, de Desjardins, qui offre aussi la possibilité aux jeunes de pouvoir avoir accès à ce financement-là. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le jeune, lui, lorsqu'il veut s'acheter, par exemple, une maison, on pense au CELIAP. Mais il y a des jeunes, des fois, qui utilisent leur CELI aussi. Pour se dire, par exemple, moi, je voudrais démarrer mon entreprise un jour, je vais mettre de l'argent dans mon CELI, puis lorsque je vais vouloir la démarrer, je vais déjà avoir mon capital, ma mise de fonds qui va être nécessaire pour pouvoir démarrer à ce moment-là ce projet-là. Mais c'est vrai que c'est important. La première question que tu as posée est super bonne. En as-tu vraiment besoin de cet argent-là? Parce que le modèle qu'on entend plus souvent dans les médias, c'est celui qui est publicisé aussi par les journalistes, c'est telle entreprise a levé de l'argent. Elle a levé 10 millions, 20 millions, 200 millions, puis on voit ça comme un succès. Mais c'est un succès à certains égards parce que ça permet à cette entreprise-là d'avoir plus de moyens pour assurer sa croissance. Mais en même temps, c'est juste un défi à venir. Donc, aller chercher de l'argent comme ça, c'est sympathique, mais si tu es capable d'aller en chercher avant par des ventes, parce que tu peux vendre un produit. Là, il y a différents modèles d'affaires. Si tu t'offres un service de robotique industrielle, ça se peut que tu aies besoin de fonds avant pour commencer puis de partenaires. Mais si tu vends de l'alimentaire, puis tu peux louer une cuisine, faire des préventes de ton produit alimentaire, tu prépares, tu vends, tu vas avoir des flux de trésorerie positifs. Tu vas avoir un 500 $, un 1 000 $ par commande que tu gagnes, puis là, tu le réinvestis. Puis à la fin, peut-être qu'un jour, tu vas avoir besoin d'argent, mais beaucoup moins, ou tu vas moins diluer ton entreprise, en tout cas, quand tu vas le faire. Puis le conseil que je donnerais aux gens, c'est de s'informer de ce qui existe dans leur milieu, parce que tu parlais au niveau alimentaire. Du côté de Sainte-Agathe, il y a la manufacture qui existe, qui est un incubateur au niveau alimentaire, qui peut aider à ce moment-là les personnes, au lieu d'avoir à acheter leur propre local ou louer à ce moment-là, bien, ils peuvent utiliser les espaces de manufacture pour pouvoir justement faire leurs recettes, pour pouvoir aussi faire la mise en marché de leurs produits. Absolument. Alors, il y a des exemples comme ça qui existent. Puis, par exemple, aussi, il y a des programmes où, par exemple, les gens qui sont soit sur l'assurance emploi, qui l'ont déjà été, le programme soutien au travail autonome, juste à regarder au niveau des différentes villes et municipalités, qu'est-ce qui existe. Puis, ça peut aider justement ces personnes-là à pouvoir démarrer leur entreprise parce que ça permet aussi d'avoir un certain coussin lorsque c'est temps de démarrer. Si on parle beaucoup de démarrage, c'est sûr que moi, je vais prôner pour ma paroisse où est-ce que j'ai acheté une entreprise. Mais tu sais, souvent, les gens me disent, bien, l'achat, je n'ai pas l'argent. Mais tu sais, moi, j'avais 26 ans puis je ne l'avais pas à ce moment-là, l'argent. Tu sais, ce serait utopique de penser que j'avais déjà justement un REER ou un CELI là, qui était bien garni. Mais il y a une manière de faire des montages financiers. Puis souvent, je dis aux gens, tu sais,
travailler un plan d'affaires. Tu sais, si vous voulez acheter, c'est quoi la vision que vous avez en achetant cette compagnie-là? Puis quand vous avez un plan d'affaires qui est bien développé, puis que vous le présentez à des banques, les banques veulent supporter justement des entreprises à pouvoir faire des acquisitions. Puis, tu sais, on veut garder ça au Québec, puis il y a plein de belles opportunités. Fait que des fois, les gens, ils disent « Ouais, mais je l'ai pas ». Puis il y a d'autres manières aussi, il y a le Love Money. Des fois, tu sais, il y a des gens autour de nous qui croient en nous, fait qu'il y a des manières aussi d'emprunter de l'argent, puis qu'il y a plein de solutions comme ça. Puis ça reste que, tu sais, puis je refais du pouce aussi sur ce que tu disais tantôt, Carlo. Tu sais, tu dis, bien, peut-être que j'ai pas besoin de ça d'argent, puis il faut faire des ventes. Mais souvent, on pense déjà tellement gros qu'on se dit, ah, il faut telle chose, telle chose. Puis des fois, ça peut être super simple, puis tranquillement, tu sais, on croit. Mais c'est parce qu'on se compare souvent à ce qui existe déjà, qui est déjà gros. Puis dans le fond, ramène ça à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec les moyens que tu as? Puis c'est là que tu développes aussi des stratégies. Que ces stratégies-là, tu ne vas pas les perdre parce que tu vas les réutiliser plus tard. Ça va te servir. Fait que, Il y a même façon, des fois, de faire que ses clients paient d'avance. Puis là, c'est dur à imaginer quand tu lances une entreprise. Tu te dis, j'ai peut-être même pas mon produit ou mon produit n'est pas clair. Mettons dans le service. Tu dis, OK, je vais développer un logiciel, puis c'est pas du service, mais en tout cas, développer un logiciel pour une entreprise. Tout n'est pas clair dans ce que je suis capable de faire, mais je sais que je suis capable de livrer un logiciel qui va gérer l'inventaire d'une entreprise. Bien, levez-vous un matin, allez rencontrer ces gens-là, dites, c'est ça le produit que je vous vends, ça coûte 25 000, 50 000. Oui, tu vas le réaliser, oui, pour telle date, puis j'ai besoin de 30 de paiement au jour 1. Oui, il faut livrer la marchandise, mais 30 de 50 000, c'est 15 000 qui rentrent dans le compte de banque qui permet d'embaucher du monde. Fait qu'il faut aussi avoir le guts de des fois faire payer d'avance ses clients. Dans certains domaines, ça fonctionne super bien. Il faut livrer la marchandise, hein? C'est pas de voler, mais c'est vraiment d'être capable de livrer la marchandise, mais d'aller faire payer ses clients d'avance. Entre ça puis un prêt, bien, t'es mieux avec ça. Là. Effectivement. Puis il y a aussi le sociofinancement qu'on peut pas négliger, qui est vraiment intéressant avec la ruche, qui permet à ce moment-là de pouvoir vivre de l'argent, mais aussi de valider notre idée. Ben oui, c'est un Parce test. que s'il n'y a pas personne qui est intéressé, là, ouais. je trouve ça vraiment intéressant aussi. Là, puis là, du côté des Laurentides, justement, là, il va y avoir la ruche là, qui va s'établir. Okay. Puis le QGDA va être partenaire également de la ruche. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Là. C'est une belle plateforme. Il y en a plein des initiatives avec la ruche ou des subventions gouvernementales. On a parlé tantôt de la problématique démographique. Mais pour encourager les jeunes, il y en a des bourses et subventions qui sont vraiment pour nous. Fait que c'est une opportunité qu'on peut développer pour le risque financier. Là. Puis, y a-t-il un endroit où est-ce qu'on peut voir où ces bourses-là? Le QGDA, est-ce que vous offrez ce service-là? Bien, en réalité, oui, on peut aider. C'est parce que qu'est-ce que les gens font habituellement, c'est qu'ils vont aller voir sur Internet faire une recherche. T'sais, malheureusement, sur Internet, on s'entend qu'il y a tellement d'informations que ça peut être très difficile. Puis c'est sûr qu'il y a des répertoires qui existent, des répertoires gratuits, des répertoires des fois qui sont payants, qui vont dire qu'il y a 1000 subventions qui sont disponibles. À ce moment-là, c'est que les organismes de développement économique dans les différents territoires ont quand même cette possibilité-là, que ce soit des SADC, des sociétés d'aide au développement des collectivités ou dans les MRC, il y a des gens qui sont là aussi pour pouvoir aider. Aussi. Oui, exactement. Les villes sont des bons soutiens habituellement. Fait qu'il peut y avoir des gens qui peuvent justement aider pour pouvoir connaître c'est quoi les aides qui sont disponibles aussi là, à ce moment-là. Parfait. On a fait le tour du sujet. Deuxième bloquant qu'on entend souvent, c'est « je suis trop stressé, je gère pas bien le risque ». Ça, puis tu sais, être entrepreneur, on peut l'associer des fois à un super-héros, une super-héroïne, ou à un monde complètement incertain, où du jour au lendemain, tu peux faire faillite. Évidemment, c'est un mélange des deux, là, on se situe au milieu, mais la gestion du risque peut faire très, très peur. Comment vous abordez ça avec les étudiants au QGDA? Oui, je pense que le fait de juste pouvoir en parler entre nous, c'est quelque chose qui aide beaucoup, là. On en a parlé, par exemple, le risque financier, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est plus facile, mais en parlant, on découvre que c'est pas si compliqué que ça. Toutes les solutions qu'on en a parlé tantôt, des fois, on ne sait juste pas que ça existe, mais dès que tu commences à en parler avec les gens autour de toi, ça devient plus facile. Ouais. Puis quand on parle de risque, on s'entend que on entend que les entreprises, une entreprise sur 3 ferme après 5 ans, 2 sur 3 après 15 ans. Naturellement, lorsqu'on entend ça, ça peut faire peur. Absolument. Cependant, c'est pas parce que ces entreprises-là ferment qu'automatiquement, l'entrepreneur a fait faillite. C'est loin de tout ça. Puis lorsque c'est le temps de démarrer une entreprise, bien, si faire attention, lorsqu'on parle de prêt, c'est sûr que lorsque tu vas chercher un prêt auprès d'une institution financière, puis là, tu ne mets pas de caution personnelle, bien, si l'entreprise est incorporée puis elle ferme, bien là, à ce moment-là, naturellement, il n'y a pas d'impact là, au niveau personnel.
Ouais. Mais ce risque-là aussi, on peut un peu le contrer par le fait de pouvoir être avec quelqu'un d'autre dans une entreprise, de pouvoir un peu diluer le risque, partager le risque avec d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup de formules intéressantes qui existent de nos jours pour que les personnes puissent avoir des associés dans leur entreprise pour pouvoir gérer à ce moment-là un risque. Parce que c'est prouvé aussi les entreprises qui ont plus que lorsque l'entreprise a plus qu'un propriétaire, qu'un associé, c'est aussi prouvé à ce que l'entreprise puisse avoir davantage de succès au même titre que l'entrepreneuriat, par Mais il y a une exemple. diversification des talents aussi. Oui, Là. Tu ne exactement. peux pas porter tous les talents sur tes épaules, puis c'est là que c'est vraiment aidant à ce moment-là. Puis aussi, on en parlait plus tôt, il y a le flexi. Je pense que tu avais nommé du flexi-entrepreneur. Oui, le flexipreneuriat, oui. Oui. Oui, entrepreneur hybride. Mais tu sais, c'est ça. Effectivement. Ça veut pas dire que tu veux te partir en affaires, que ça y est, il y en a plein là, qui, justement, ils vont avoir un emploi qui leur permet la flexibilité de tranquillement partir leur projet, de tester leur projet. Avec Exact. ça, c'est beaucoup moins stressant. Puis c'est là, des fois, qu'ils vont se rendre compte, hey, finalement, il y a une autre chose qui fonctionne. Puis bien, ils ont encore une sécurité financière Oui. qui est là. Mais puis ça leur permet aussi de développer des talents au fur et à mesure aussi. Puis de dire, est-ce que ça me parle? Est-ce que j'aime ça? Ouais. Puis ça se peut qu'ils se disent, ben, c'est pas pour moi Ouais. aussi. Puis devenir travailleur autonome aussi avant d'être entrepreneur, c'est une belle transition parce que tu as des clients, tu développes ton entreprise à côté, mais en même temps, tu développes tes compétences. Peut-être que tu restes travailleur autonome toute ta vie ou sinon tu fais, hey, là, j'ai la possibilité d'embaucher une personne ou deux pour gérer des mandats supplémentaires que je suis allé chercher. Ça devient une entreprise. Effectivement. Puis la transition devient beaucoup plus smooth. Parce que le mythe là-dedans aussi, c'est que le risque, c'est un peu comme au poker. Hein? On est all-in ou pas. Mhm. Mais c'est pas ça. Les mauvais entrepreneurs sont all-in ou pas. J'exagère un peu, mais quand tu es un bon entrepreneur, là, le risque, c'est beaucoup de l'incertitude. OK, mais s'il y a de l'incertitude, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher plus d'informations. Tu vas t'outiller plus. Tu vas trouver une façon de contourner l'incertitude. Ben, c'est une courbe d'apprentissage. là. Être entrepreneur. Mais oui, Ben oui. mais puis c'est comme dans tout. Dans tout, tu apprends, puis dans cette courbe d'apprentissage-là, il y a des erreurs, mais avant que ça devienne une erreur fatale, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Là. Ben oui. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est, disons, tu veux te lancer une entreprise dans l'événementiel, organisation de spectacles ou de mariage. Puis là, tu dis, ben OK, mais si je veux me lancer, ça me prend 50 000 parce qu'il faut que j'achète le kit de karaoké, il faut que j'achète les tables, les chaises. Ben non, c'est pas vrai. Ça, c'est un risque all-in. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux louer. Oui, ça va te coûter plus cher. Mais si tu loues pour des événements, c'est sûr que tu vas avoir l'argent qui rentre. Puis là, tu peux tester. Puis tu vas voir, tel matériel n'est pas le bon, tel autre est le bon. Finalement, je ne vais pas offrir ça comme service, tu vas offrir un autre service. Et là, ton risque qui était tout ou rien devient un risque super banal à gérer. Puis c'est là aussi, il faut quand même dire, OK, mais si c'est trop risqué parce que tu n'as pas assez d'informations ou c'est peut-être juste vraiment trop risqué, vas-y pas. Mhm. Puis c'est comme ça qu'on gère le risque aussi, tu sais. Alors, effectivement. Puis le risque, on s'entend, est différent d'une personne à l'autre aussi. Tu sais, cette résistance-là au risque. Un étudiant n'a pas le même risque. Tu sais, il est davantage porté à prendre un risque lorsque tu n'as pas d'obligation familiale. Ben oui. Assurément, ou ouais. si tu n'as pas de maison. Tu sais, c'est sûr, c'est pas du tout la même situation que l'on vit à ce moment-là. Fait que, tu sais, naturellement, c'est pour ça aussi qu'on retrouve plus de personnes qui vont démarrer une entreprise lorsqu'ils sont dans la vingtaine ou dans la jeune trentaine aussi à ce moment-là. Puis j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis parce que c'est vraiment intéressant. Aussi, en tant qu'entrepreneur, au fil du temps, aussi, tu te rends compte que ça, c'est le niveau de risque dans lequel je suis bien. Puis d'aller, le niveau, ce que ça demande pour aller à la prochaine marche, ça me tente pas et c'est correct. C'est de là qu'il y a différentes entreprises, différents entrepreneurs. Puis ça veut pas dire que tu es moins bon ou meilleur ou c'est tes priorités dans ta vie. Puis c'est ce que tu es capable aussi d'être capable de t'écouter puis de te connaître assez bien pour dire ça, c'est où est-ce que je suis bien et que je suis heureux aussi. Ah oui, tu as entièrement raison. On n'est pas obligé de croire qu'un entrepreneur doit automatiquement travailler 70 heures par semaine. Puis d'être dans une croissance, puis une Toujours, autre croissance, puis j'ai doublé, puis là, parce qu'on nous présente ces histoires à succès-là. Et au final, dans le fond, entrepreneur, c'est de dire, bien, j'ai mon entreprise, j'ai mon véhicule, j'ai du plaisir là-dedans, je crée de l'emploi, je contribue dans ma communauté, puis ça me donne l'espace à... Parce que je pense qu'on est un peu des rebelles aussi. Être entrepreneur, ça ne tente pas nécessairement d'avoir un employeur qui nous dit quoi faire puis comment le faire. Et qu'on a cette créativité-là à l'intérieur de nous, on a ce désir-là, des fois, de faire les choses différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans des zones de risque élevées où est-ce que là, ça vient nous miner. Je pense qu'il y a toute cette mesure-là aussi. Absolument. Exact. On y va pour le prochain tabou à briser. Je suis pas aussi bon que les dragons. J'ai pas le niveau de compétence que les gens à la télé semblent avoir. Mais ça, malheureusement, effectivement, tu sais, les modèles
c'est prouvé que lorsqu'on n'a pas vraiment de modèles entrepreneuriaux dans notre entourage, on n'est pas porté à démarrer. Puis lorsque nos modèles sont des modèles qui semblent avoir très bien réussi, bien ça aussi, c'est un autre frein. Fait qu'il faut juste trouver sa voie. C'est sûr, du côté du QGDA, qu'est-ce qu'on trouve intéressant, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir côtoyer d'autres jeunes qui ont déjà leur entreprise ou qui veulent démarrer une entreprise. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr que quelqu'un qui désire démarrer une entreprise, la première chose que je pourrais lui dire, c'est justement, va faire du réseautage, va rencontrer d'autres personnes là, qui ont déjà leur entreprise ou bien qui veulent en démarrer une. C'est la meilleure des façons, justement, de permettre d'y croire, de penser qu'on a justement les compétences pour pouvoir démarrer son entreprise. Puis c'est sûr, de mon côté, j'espère que les jeunes au Québec vont s'identifier à des modèles québécois également. Pas juste des modèles internationaux. Il y a des beaux modèles au Québec d'hommes et de femmes d'affaires, de tous les âges également aussi, là, parce qu'il faut quand même aussi avoir cette réalité-là, d'avoir ces modèles-là. Être Elon Musk, c'est comme inaccessible. Là, non, comme un des mortels. Tu dis, je lance une entreprise dans l'aérospatiale. La marche est tellement grande. Exact. Puis c'est ça aussi, c'est une question de marche. Hein? Parce que ce qu'on fait la première fois est super stressant. On voit ça comme une montagne. Puis la deuxième fois qu'on le fait, comme aller voir un gros client, aller pitcher un produit à un gros client, faire un appel, qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, se rendre là, préparer une présentation, la pratiquer, la livrer. C'est une montagne la première fois. On a fini ça, puis on fait OK, finalement, c'était juste ça, j'ai déjà fait. La deuxième fois, c'est un peu stressant. La troisième fois, ça devient une habitude. Puis il faut arrêter d'arrêter avant la montagne. Tu sais, la montagne, il faut la franchir une fois, puis après ça, ça devient... Maintenant, tu sais, le premier homme qui a franchi l'Everest, là, c'est le premier Européen, là, Sir Edmund Hillary. Il a franchi ça. Maintenant, ils sont des lignées de monde, là, chaque année, à vouloir franchir. Il y a des photos, là, tu sais, c'est des centaines et des centaines de personnes. Je veux dire, les obstacles deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on les accomplit. Puis ça, c'est comme... C'est là où la comparaison, c'est poison. Là, parce que quand on se compare à ces gens-là, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. De la même façon que moi, je me comparais quand j'étais plus jeune. Je me disais, OK, bien, j'ai pas ce qu'il faut. Non, effectivement. Mais non, c'est pas ça. C'est juste une question d'attitude de base. Et Paul, toi, mettons, dans tes discussions avec les jeunes, là, comme vous êtes plusieurs à pouvoir échanger, qu'est-ce que tu as vu que ça leur a apporté, justement, ça, de briser ces tabous-là? Le fait de pouvoir parler entre nous d'entrepreneuriat, c'est vraiment de se rendre compte que on est une forme de motivation entre nous, en fait. Ouais. Moi, j'avais pas réellement de modèle au début. J'ai quand même eu la chance, au travers du QGDA, de rencontrer François Caron, qui est vraiment un entrepreneur super humain, puis il a réussi à me faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement avoir des grandes idées, que c'était possible juste d'être intrapreneur, etc. Fait que j'ai découvert d'autres manières d'être entrepreneur en ayant des modèles comme François Caron, là. OK, on a fait le tour? Oui. OK, prochain frein. Je ne sais pas comment partir, quoi faire pour vendre. Puis ça, on l'a eu quand on a eu une conférence au QGDA. C'est j'ai un produit, puis là, je veux le vendre, mais je ne sais pas quoi faire. Cette étape-là, qui des fois a l'air banale quand on est entrepreneur depuis 10 ans, on se dit, vends, c'est pas compliqué, vendre. Mais non, il y a comme des freins qui peuvent arriver là, que les gens ont peur, ils ne savent pas comment s'y prendre. Moi, je commençais en disant juste, trouve quelqu'un qui veut acheter, là, qui est prêt à sortir son portefeuille ou faire un virement bancaire, accepte l'argent, puis tu verras après. Les détails là, de faire une facture, comment on fait la facture, ça se trouve sur Internet en 15 minutes où un comptable va t'aider à te faire ton premier modèle de facture. Va chercher l'argent, encaisse l'argent, puis après, tu n'auras pas le choix de livrer de la marchandise puis de faire ta facturation comme il faut. Mais le plus dur, c'est d'avoir les clients. Va chercher le client, va chercher l'argent, puis après ça, tu vas t'arranger. Puis il y a différentes façons de trouver des clients. Ben oui. Parce que c'est sûr que lorsqu'on est moins à l'aise en public, à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller faire du porte-à-porte, par exemple, d'aller dans des rencontres de réseautage. Par contre, si la personne est plus à l'aise dans les médias sociaux, bien là, à ce moment-là, ça serait peut-être justement d'utiliser les médias sociaux. On s'entend par contre qu'il y a des entreprises qui vont demander à ce qu'on soit en présence avec des humains, tandis que d'autres entreprises, ça peut être tout simplement là, par le biais des médias sociaux qu'on puisse à ce moment-là vendre. Oui, puis je vais ramener ça à une expérience que j'ai vécue plus jeune. Moi, j'étais quelqu'un d'excessivement timide. Là. Décrocher le téléphone, commander une pizza, j'ai trouvé ça difficile. Puis aujourd'hui, je participe à un podcast. Donc, la cour d'apprentissage, là, elle est là pour vrai. Commander les pizzas, ça va-tu? Ou ça va bien maintenant, mais je peux le déléguer. Puis là, j'arrive à ça. Mais délègue-toi pas pour le podcast. Non. On veut te garder. Puis j'ai déjà délégué, il y a des gens autour de moi que je trouvais qu'il y avait une belle prestance et qui communiquaient bien.
Puis ils devenaient des ambassadeurs pour ce que moi, j'avais du mal à ce moment-là à communiquer. Puis pour eux, ça leur faisait plaisir parce qu'ils croient en toi, ils veulent que ça marche. Et que je l'avais délégué à des gens autour de moi. Je disais, ah, tu sais, veux-tu m'introduire à telle personne? Tu sais, des fois, on a peur par nous-mêmes. Puis finalement, tu connais une personne qui connaît la personne, tu dis, hey, tu peux-tu m'introduire, s'il te plaît? Fait que d'utiliser notre réseau puis de reconnaître les talents des gens autour de nous aussi, ça peut être vraiment aidant. Si tu t'entoures, ton exemple est bon parce que si tu peux pas le faire toi-même, ça prend quelqu'un qui le fait. Parce que tu peux pas rester dans ton sous-sol, les stores fermés, pas de ligne téléphonique, pas d'Internet, puis penser vendre. Ça n'arrivera pas. Fait que ceux qui ont une crainte, une gêne, ou qui ne sentent pas qu'ils sont des bons vendeurs, malgré tout, il faut qu'ils mettent le pied dehors puis qu'ils essaient de parler aux gens. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un tabou avec le terme de vendeur. Tu sais, on voit ça négativement. Moi, des fois, je me le fais dire, « Hey, t'es vraiment vendeur. » Puis là, non, je ne suis pas vendeur. Je t'exprime avec passion ce que je pense puis ce que je pense de mon produit. C'est ça que les gens ils veulent. En tout cas, c'est comme ça que moi, je suis. Puis c'est comme ça que, quand c'est vrai, les gens écoutent. Après ça, ils peuvent ne pas vouloir ton produit, ils peuvent pas en avoir besoin, trouver que c'est trop cher, trouver 1000 raisons pour ne pas l'acheter. Mais si tu as fait quelque chose, sois fier de ce que tu as fait, présente-le. Puis essaie de trouver les arguments qui vont parler au client, pas qu'ils te parlent à toi. Ah oui, je fais ça, mais si vous achetez, ça va être bon pour moi. Mais on s'en fout ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon pour le client. Mais juste de le présenter, puis un à un aussi, c'est pas toujours des grandes salles de 3000 personnes. En fait, c'est jamais ça. C'est tout le temps du un à un. Nous, on a eu notre premier... moi, ce qui a fait que je suis sauté à temps plein dans l'entrepreneuriat, on avait lancé, ma femme et moi, une entreprise de soutien scolaire. On avait quelques dizaines d'élèves ici et là. Puis du jour au lendemain, le Centre de services scolaires de Laval, anciennement la commission scolaire, s'est mis à nous référer pour les cours d'été. Puis là, on recevait des dizaines et des dizaines d'appels à chaque jour. Puis là, c'est là que j'ai démissionné de la job que j'avais. Puis j'avais une job encore à ce moment-là. Puis je ne fais ça qu'à temps plein depuis. Mais ça, c'est une référence qui vient d'un contact qui était une amie d'Isabelle. Puis ça a déboulé là-dessus. Fait que ça prend pas. C'est rien. Ça n'a pas été gênant pour personne. Si on a parlé de notre produit à quelqu'un qui était à la bonne place, mais tu peux pas le savoir d'avance. Il faut juste le faire. Il faut en parler. Je l'avais appris dans mon parcours, justement. La personne qui était devant toi, tu sais jamais qui, elle connaît. Fait que de jamais sous-estimer les rencontres que tu fais parce que tu sais pas ce que cette rencontre-là peut t'amener. Absolument. Puis les réseaux sociaux, je l'ai entendu, je suis dans un club Richelieu Montréal, puis c'est un club philanthropique, mais un petit peu un club d'affaires aussi. Puis dans nos moments d'entraide, il y a quelqu'un qui mentionnait, mais là, j'ai pas le goût d'être sur les réseaux sociaux ou de trop l'être parce que là, les gens vont commencer à chialer. Puis moi, j'ai dit, c'est la place publique moderne, le réseau social. Moi, j'aime pas ça y être, mais j'y suis parce que c'est la façon la plus simple de les rejoindre des milliers et voire des millions de personnes partout sur la planète. Fait que si t'aimes pas ça le faire, parfait, fais-le en étant toi-même. Sois vrai sur le produit que tu annonces ou pourquoi tu fais le produit, puisque les gens veulent voir, c'est les coulisses. T'es qui comme entrepreneur? C'est quoi le chemin qui t'a mené à créer ça? C'est pas des pitchs de vente qu'ils veulent entendre, c'est qu'ils veulent connaître la Marie-Claude derrière le groupe Triton, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis quel défi elle a aujourd'hui. Puis ça, quand on finit par se dire, OK, je veux pas être égocentrique, les gens veulent voir les dessous de l'entreprise, mais il y a comme, dans mon cas, en moi, c'est une barrière qui tombe. Puis, OK, je le fais parce que les gens veulent voir ça, parce que ça peut aider l'entreprise, puis on le fait. Puis c'est un véhicule qui peut être extraordinairement puissant les réseaux sociaux parce que même sans mettre de publicité, rien, il y a autant sur LinkedIn pour les postes professionnels que sur Facebook, TikTok, c'est des millions de personnes qui peuvent entrer en contact avec notre brand, notre marque aujourd'hui, ce qui aurait coûté des centaines de milliers de dollars il y a 10 ans, là, tu sais. Qui coûte encore des centaines de milliers de dollars avec les médias traditionnels. Il faut juste foncer. Mais il y a deux volets à ce que tu dis. C'est sûr qu'il y a comme toi, comme entrepreneur, sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'entité propre de ton entreprise aussi qui est sur les réseaux sociaux. Puis la personne qui est mal à l'aise peut-être de pouvoir parler d'elle, son entreprise peut être présente tout de même là, sur les réseaux sociaux. Absolument. Puis aussi, il ne faut pas oublier le fait que, tu disais, par rapport aux bénéfices, lorsque c'est le temps de vendre un produit ou un service, lorsqu'on se dit quel bénéfice ça peut apporter à ce moment-là à notre client, bien, lorsqu'on le sait que ça peut apporter est positif, bien, à ce moment-là, pourquoi l'en priver ou ces clients-là, comme ton entreprise, c'est ça que je trouve de merveilleux, c'est que quel bénéfice ça peut apporter, bien, naturellement, c'est facile de pouvoir vendre le service là, que tu offres à tes clients. Puis plus le produit est de niche, puis c'est quand même ce qu'on conseille, parce que je pense que ce qui est conseillé quand tu pars à une entreprise, vise pas, tu sais, dans un domaine d'activité, tu as plein de canaux différents, puis plein de produits différents. Vise là, une niche précise. Puis quand ta niche est assez précise, mais tu vas connaître ton persona. C'est qui l'acheteur potentiel, c'est qui l'utilisateur potentiel, puis parle à lui, parle à elle, parle à cette personne-là qui va peut-être acheter ton produit ou l'utiliser. Puis là, ça fait, OK, bien, je pourrais dire ça. Puis ton
ton message devient beaucoup plus clair. Tu sais. Ah, effectivement. C'est pas juste je parle de l'entreprise ou je parle de moi, c'est non, comment ce produit-là ou cette entreprise-là peut aider à la personne. Il y a quand même une valeur ajoutée à mettre en valeur l'entrepreneur. Les gens sont à la recherche de porte-parole. Je ne sais pas si toi, tu le vois comme ça, mais avant, on voyait beaucoup des vidéos d'entreprise ou des vidéos qui étaient un peu généralistes dans leur approche, mais les gens veulent connecter avec un individu. Je pense que les gens aiment les histoires, là. Ils veulent se faire raconter une histoire. Est-ce qu'ils s'identifient à cette Ils histoire-là? veulent s'attacher à quelqu'un, non? Ouais. Moi, je Oui, trouve. de plus en plus, on le voit. Puis je pense que aussi, plus tu es authentique dans ce que tu es, tu vas aussi attirer des gens qui te ressemblent et qui croient en ce que tu fais. Absolument. On y va pour le 5e? Je sais pas comment gérer toute la paperasse gouvernementale. Puis souvent, quand on n'a pas commencé ou quand on ne le fait pas vraiment, ce qu'on entend, c'est qu'il y a juste ça de la paperasse à gérer, le gouvernement nous met des embûches, il faut remplir 1000 papiers, puis on le voit comme étant un frein. Moi, j'ai lu quelques fois comme question de futurs entrepreneurs. T'as-tu... Ben moi, ça fait 10 ans que j'ai racheté, puis il y a plein de papiers, c'est pas moi qui s'occupe encore, puis je sais pas qu'est-ce qui est quoi, là. Fait que, mais c'est bien fait. Oui. Parce que ça, j'ai décidé de le déléguer. Ça, je sais que ça sera jamais ma force, puis j'ai une capacité d'oubli, puis tu veux pas oublier ça. Non, tu Fait que ça, je le délègue à quelqu'un qui oublie pas, tu vois. Fait que, tu sais, même si ça me coûte 5 000 dans une année, mais je sais que c'est bien fait, puis je peux me concentrer après ça sur ça dans quoi je suis bonne. Ouais. Je préfère ça. Fait que oui, il y en a, mais il y en a pas tant, tu sais. C'est ce que je trouve. Puis, Il y en a pas puis au tant que ça. fil du temps aussi, tu comprends, ah, OK, j'ai une remise de TPS de TVQ. Ah, Ouais. au début, tu dis des DAS. Tu sais même pas ce que ça veut dire DAS. TPS TVQ, ben, j'ai payé quand je vais au restaurant sur. Tu sais, puis là, tranquillement, tu commences à comprendre, puis, mais c'est pas toute une grosse Non. bouchée en même temps, tu sais. Donc, tu ne démarres pas nécessairement toujours une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'1 million au début. Là. Tu sais, parce que souvent, tu sais, les étudiants que je rencontre, premièrement, ils ne sont même pas obligés de s'inscrire à TPS TVQ en fonction tu sais, de leurs revenus à ce moment-là. Puis après, la base, ce serait juste d'immatriculer, par exemple, son entreprise, avoir un compte bancaire d'entreprise. Puis après, les remises, il n'y en aurait pas. Tu sais, c'est quand même, des fois, on voit ça plus gros qu'est-ce que c'est. Puis c'est juste, une fois que c'est fait, bien, après, on le refait. Mettons, le rapport d'impôt aussi, tu sais, le rapport d'impôt, à ce moment-là, tu sais, c'est le même au niveau du particulier que de l'entreprise. Lorsque tu es immatriculé, tu n'as pas l'incorporation qui fait que tu as à faire là, vraiment les deux entités distinctes. Là. Puis Léopold, toi, je pense que tu es dans une technique administrative en ce moment au cégep. Puis là, tu pars une coop. Exact. Aussi. Puis cette coop-là, ça peut-tu justement venir en aide à d'autres étudiants qui ne s'y connaissent pas, mais qui pourraient utiliser un collègue de l'école qui est en administration? Oui, c'est sûr que ça permet d'offrir ce service-là qu'on sait qu'il peut avoir. Puis, dans l'exemple de cette coopérative-là, c'est une jeune coop. Fait qu'on n'a pas à gérer toute cette paperasse-là. Tu sais, en tant qu'étudiant, on a cette possibilité-là de lancer des entreprises dans lesquelles on essaye d'enlever les difficultés qui peuvent se poser à nous. Puis l'entrepreneuriat, oui, ça peut être de lancer une entreprise, mais par exemple, au sein de mon programme, on a un projet entrepreneurial à lancer. Fait que lui, il n'y a vraiment pas de paperasse, là, il n'y a pas de TPS à déclarer, rien du tout. Ou encore même, les études de cas, les concours de cas, j'en fais un dans quelques semaines. Bien ça, c'est de l'entrepreneuriat, mais pourtant, tu n'as pas à remplir de papier, tu n'as rien à déclarer. Mais c'est de l'entrepreneuriat, on développe nos compétences, on apprend encore plus, puis on arrive serein sur le marché. Absolument. Puis tu sais, pour la partie plus paperasse, comptabilité aussi qu'il faut mettre là-dedans, parce que, puis surtout quand pour les entreprises enregistrées, tu disais un compte de banque séparé. Je pense qu'il y a comme un... Je pense que, maintenant que tu n'as pas d'argent puis tu veux te lancer en affaires, là, sois responsable, prends 3 heures de ton temps. Les listes, là, le gouvernement en a fait des listes de choses à faire avant de te lancer. Compte de banque séparé. Si tu n'es pas sûr de rien, va voir un comptable. Pas une firme comptable, là, je ne vais pas les nommer, pas une grosse firme comptable. Un comptable, travailleur autonome, tu dis, je veux me lancer, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? La personne va te faire une liste de choses à faire attention. Puis, aux 3 mois, tu poses des questions, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Mais c'est connu. Fait que, tu sais, faites vos devoirs, allez chercher les informations, mettez-les dans votre calendrier, allez vous chercher de l'aide, un comptable. Les avocats, je ne tripe pas trop en début là, pour la paperasse initiale. C'est rarement si utile que ça. Mais les comptables, là, je pense que c'est un bon point de départ. Là. Bien, moi, je pense que c'est la base. Là. Ouais. Puis c'est un bon investissement. Ouais. OK. Oui.
Avocat notaire, par contre, pour les contrats, Oui. les conventions d'associés. Absolument. Convention entre actionnaires. D'actionnaires. Il ne Absolument. faudrait pas négliger cet aspect-là. Oui, parce que ceux qui nous écoutent, là, quand ça va bien, mais c'est quand ça va mal que là, tu en as besoin d'une. Mais si tu ne l'as pas, c'est comme un contrat de mariage ou je sais pas trop, là. Ça peut être super lourd. Après ça, il y a façon d'avoir des ententes entre actionnaires, surtout au début, quand il n'y a aucun revenu, aucune dépense, de faire ça simple, mais malgré tout, d'avoir des mécanismes que si ça va pas bien, voici ce qu'on fait. Qu'il y a un décisionnel plus facile à prendre des décisions. Oui, absolument. Fait que ça, c'est un bon point. Fait que moi, je dirais juste le message, c'est pas si pire que ça. Tu sais, si t'es une grosse entreprise à la bourse, oui, t'en as de la paperasse, tu vas avoir du monde à temps plein juste pour faire ça. Mais si tu veux te lancer en affaires, c'est pas si pire que ça, mais il faut prendre ses responsabilités. Fait qu'il faut s'informer, mais si on n'aime pas ça, puis ça va prendre quoi? Ça prendrait quoi? 5 heures par mois, peut-être? Oui, puis c'est important que ce soit bien fait parce que sinon, là, ça peut coûter cher. Oui. Effectivement. Et tu peux perdre des contrats. Moindrement, tu veux faire affaire avec le gouvernement aussi ou les organismes parapublics. Ils regardent si toutes tes déclarations sont à jour, si toutes tes dettes sont à jour aussi, entre autres DAS ou impôts et tout ça. Si tu ne le fais pas comme il faut, tu peux perdre des gros contrats avec l'État, entre autres. Fait que c'est super important de bien gérer ces choses-là. Mais c'est pas compliqué. Il faut juste vouloir. 6e et avant-dernier, on en a parlé un petit peu, mais c'est j'ai pas de clients. Donc, il y en a des gens qui ont une bonne idée, un bon produit, mais là, qui ont juste aucun client puis qui ont de la misère à avoir le momentum nécessaire. C'est sûr que ça se peut que le produit soit pas bon. C'est pas tous les produits qui sont bons ou les produits qui sont bons à bon prix. Mais on dirait quoi à ces gens-là qui disent « ben j'ai pas de client pour mon produit ». Ben, je te dirais que la mise en marché d'un produit ou d'un service, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est ça qui est le plus difficile. Puis à ce moment-là, c'est quand même d'avoir une planification, d'avoir une préparation en arrière de tout ça. C'est sûr, je ne dis pas de faire nécessairement un plan d'affaires complet. C'est sûr qu'idéalement, tantôt tu en parlais, Marie-Claude, c'est du plan d'affaires. Oui, c'est important et très pertinent. Par contre, des fois, ça, c'est un obstacle des fois pour les gens de démarrer, là. Mais au minimum, au moins, il faut que tu aies ton étude de marché puis ton plan marketing pour que justement tu puisses savoir c'est qui tes clients. Tantôt, tu parlais un peu de segmentation. Mais à partir du moment que tu sais c'est qui tes clients, bien, de quelle façon tu vas les approcher, bien, c'est la clé. Puis c'est pas facile là, à ce moment-là de trouver les clients. Tu sais, les clients, est-ce que c'est des clients qui sont des clients du particulier, des entreprises? Il faut quand même bien identifier pour pouvoir à ce moment-là les approcher. Est-ce que je les approche en personne? Est-ce que je les approche par le biais des réseaux sociaux, de courriels? C'est très important aussi de bien se former, je te dirais, là-dedans aussi, pour pouvoir bien les approcher, ces clients-là. Ma mentalité d'entrepreneur, c'est la proactivité. Quand tu es proactif, tu n'as pas de surprise puis tu ne te trompes pas. Peut-être que ton produit n'est pas bon, mais tu ne le sauras pas si tu n'es pas proactif. Fait que, si tu penses que tu as un bon produit, c'est cogne aux portes, présente-le. Que ce soit un produit qui est en B2B, mettons tu vends à des entreprises ou à des consommateurs. Si c'est un produit que tu vends à des consommateurs, parle à 100 consommateurs par jour. C'est pas dur de parler à 100 personnes par jour. Tu vas dans un centre d'achat, tu te mets au milieu, puis tu dis « Hey, j'ai ce produit-là, que vous en pensez quoi? » Tu le présentes. Ça prend du guts, ça prend de la proactivité, mais ça coûte rien. Ironiquement, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont parties par il y avait un client, mais il n'y avait pas de produit. Puis c'est de dire, il y a un client qui a besoin de ça, bien moi, je vais le faire, moi, je vais y répondre. Puis il faut juste être à l'écoute puis d'être à l'affût de ce genre d'opportunités. C'est des opportunités qui se présentent à toi. Puis il y a plein de gens, moi, autour de moi, ils disent, bien, j'ai rencontré cette personne-là, il y avait ce besoin-là, puis je dis, bien, pourquoi moi, je le ferais pas? Puis, tu sais, des fois, on n'a pas l'idée, mais c'est l'opportunité, c'est le client qui te le demande. Mais toi, tu pourrais-tu me faire ça? Puis des fois, on a souvent l'idée de, ben c'est ce que je veux faire, je vais aller là. Puis tu as ton idée qui est assez rigide. Puis à l'intérieur de cette idée-là, des fois, tu développes autre chose, puis c'est cette autre chose-là qui fonctionne. Mais de ne pas s'empêcher de dire, bien, peut-être que mon idée initiale, c'était celle qui allait m'amener à la prochaine, puis que c'était pas celle-là la bonne parce qu'il n'y a pas un réel besoin. Ouais. Puis des fois, c'est notre client, on le cherche, il ne fonctionne pas, puis des fois, c'est juste à côté. Mais c'est d'écouter ce que le client, il veut. Puis c'est d'être capable d'être malléable à l'intérieur de ça, puis de laisser tomber la rigidité. Absolument. Puis Léopold, lui, actuellement, il est dans cette phase-là, justement, de pouvoir trouver ses premiers clients-là par le biais de la jeune coop. Je pense pas que c'est quelque chose qui t'a arrêté de dire ben, j'ai pas de clients. C'est un défi là, pour toi aussi. Là, dès la définition du projet, de se dire on veut offrir des services à la communauté, c'est tellement général que là, il faut vraiment aller définir qu'est-ce qu'on veut proposer et à qui. Mais je pense que c'est du moment où ça répond à un besoin de quelqu'un, là, ça peut devenir un bon projet, mais il ne faut pas le faire en disant « moi, j'aime ça » sans savoir quel client.
Je pense que c'est vraiment la première étape à faire. Tellement. Moi, je pense que c'est Étienne Crevier, Les Dérangeants, qui m'avait dit cette phrase-là quand je lançais le nouveau projet Ancrage, c'est « tombe en amour avec le problème de ton client ». Notre produit ne sert à rien s'il n'est pas là pour résoudre un problème ou créer de la valeur, ou peu importe comment on le voit. Mais si on tombe en amour avec son produit, ça va tout le temps dans la mauvaise direction. Je prends l'exemple, mettons, des ingénieurs ou des informaticiens sont super bons pour acheter des fonctionnalités à leur logiciel. Mais ils servent à quoi les fonctionnalités? Ils ne répondent pas à un vrai besoin ou à une vraie utilisation. Puis quand on est en amour avec le problème qu'on essaie de régler, généralement, notre produit, il va être utile, il va être demandé. Après ça, est-ce que le prix est bon? Est-ce que les gens le connaissent? C'est toutes d'autres variables qui sont difficiles, mais malgré tout, quand on tombe en amour avec son produit, souvent, le produit peut être bon, mais il va même pas s'adapter à la réalité des gens. T'sais. Non, puis malheureusement, bien, c'est sûr, j'ai eu l'occasion de côtoyer certains inventeurs. Tu sais, les inventeurs ont des très belles idées, mais c'est lorsque c'est le temps de la mise en marché que c'est plus difficile. Puis j'ai en tête une idée d'un projet que je trouvais vraiment génial. Puis c'était des poignées dans les salles de bain qui empêchaient, par exemple, un jeune enfant de pouvoir ouvrir l'eau chaude. Ça faisait qu'il y avait quand même un certain mécanisme, un peu comme les produits pharmaceutiques, on n'est pas capable d'ouvrir à ce moment-là le couvercle. Puis lui, il trouvait que c'était vraiment une idée géniale. Puis effectivement, c'en était une. Par contre, lorsque ça a été le temps de la mise en marché en tant que telle du produit, bien, c'est là qu'il s'est buté à des problématiques en termes de design. Parce que là, les gens ne les trouvaient pas belles, ces poignées, par exemple. Ben oui. Puis là, il fallait qu'il trouve une façon, justement, de pouvoir intégrer son produit dans d'autres, de différentes façons. Fait que, malheureusement, son produit n'a jamais été mis en marché. Par contre, ça répondait à quand même un besoin qu'il avait identifié, mais il n'a pas réussi à le mettre en marché, malheureusement. Donc, c'est là où, des fois, les canaux de distribution, surtout dans ces domaines-là, oui. sont tellement... C'est des gros joueurs qui contrôlent le marché. Non, si tu essaies de réinventer la roue, ça ne marchera pas. Des fois, la solution, c'est de vendre une licence de fabrication de ton produit ou de le vendre concrètement à un distributeur. Exact. Parce que sinon... Mais ça, il faut être réaliste. Mais encore là, il faut être à l'écoute. Oui. Ça revient à ça, à être à l'écoute de ce que les gens disent. Puis tout le monde a une opinion, puis c'est pas tout le temps valable. Mais à la somme des gens qu'on rencontre puis des opinions qu'on recueille, c'est là qu'après ça, il faut faire confiance à ses connaissances, à son instinct. Pour dire, OK, je pense que c'est vers là que je dois aller. À tout le moins le tester. Hein? Oui. Dans le cas de la distribution, le client devient le distributeur et non le consommateur. C'est vraiment juste ça, encore une fois, de comprendre c'est qui ton marché. Là. Absolument. Puis, tu sais, la notion de plan d'affaires, juste pour y revenir, moi, je pense que à part récemment, là, pour une demande de subvention, j'en ai pas fait de plan d'affaires. Je trouve ça vide, là, tu sais. Puis faire un plan d'affaires, souvent, c'est pour une subvention ou un financement. Mais il y a façon de faire des plans d'affaires sur une page. Il y a le Business Model Canva, là, qui est très utilisé. Ça prend 2 heures. Puis là, tu peux comprendre, OK, mais c'est quoi de quoi tu as besoin pour faire ton produit? C'est qui tes clients? Comment tu vas faire ton marketing? C'est quoi tes ressources clés? Puis si tu as des réponses à tout ça, là, tu mets un peu de chiffres puis ça a l'air de marcher, bien, c'est déjà une validation. Tu as le testé sur le marché. C'est un excellent point. Des fois, on s'imagine un plan d'affaires puis que ça a 50 pages, puis c'est juste le faire, le temps de le faire. C'est pas du temps nécessairement que tu as quand tu veux démarrer une entreprise. C'est du temps perdu des fois. Ben oui, puis moi, ce que je fais, c'est justement des two-pagers. Puis j'essaie de le faire annuellement aussi pour aligner, ça va être quoi ma stratégie cette année, ça va être quoi c'est quoi mes angles morts, c'est qui mes compétiteurs, c'est qui mes clients. Puis en tant qu'entreprise, c'est bon de toute façon de le faire, mais ça n'a pas besoin d'être un travail, là, justement, de 50 pages. Là. Ça peut être très court, mais ça donne des bons indicateurs pour pouvoir te mesurer. Bien, il faut un plan. Soit qui est écrit, ou sinon, il est dans ta tête. Puis ça, c'est pas bon. Sauf que... Dans la tête. Non, bien, c'est ça. Parce que quand il est dans ta tête, après, tu peux pas... Tu sais, effectivement, on peut oublier, mais c'est sûr que c'est important. Là, c'est sûr, c'est mon côté pédagogique qui ressort, mais de faire si c'est pas un plan d'affaires complet, il y a des sections du plan d'affaires qui sont extrêmement importantes et pertinentes. Lorsque, par exemple, un étudiant me parle d'aller louer un local dans un centre commercial, je ne dirais pas tout de suite, je ne dirais pas fais ton plan d'affaires au complet, mais au moins fais les prévisions financières. Puis à partir de là, on en reparlera. Puis ça, c'était juste axé là-dessus. Un autre étudiant, il a difficulté, par exemple, à pouvoir faire la mise en marché de son produit. Mais à ce moment-là, fait étude de marché, plan marketing. Un autre étudiant, il se pose des questions au niveau de ses ressources humaines. Bien, fait seulement la section des ressources humaines. Fait que, on n'est pas obligé de faire un plan d'affaires de A à Z. Cependant, des sections qui sont plus pertinentes et intéressantes. C'est sûr que demander à un étudiant de faire une analyse macroéconomique, de faire le PESTEL ou un FFOM, le force faiblesse, opportunité menace,
si on le fait commencer par ça, c'est sûr qu'il ne fera pas son plan d'affaires. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut y amener quelque chose qui va l'intéresser, puis ça va lui permettre aussi de le sécuriser. À mon avis, là, quand on parle de risque, là, ça, pour moi, je trouve que c'est une belle façon aussi de se dire, OK, j'ai un plan, ce plan-là, d'après moi, il pourrait fonctionner. On s'entend que les prévisions financières, c'est du prévisionnel. Cependant, j'ai quelque chose, j'ai un plan. Je ne navigue pas sur une mer. Parce que des fois, je trouve que quand on entend plan d'affaires, c'est gros. Ah oui, c'est 50 pages, tu as raison, effectivement. C'est gros, puis c'est comme un travail scolaire pour moi. Oui. Il y a quelque chose de... Oui, puis quand tu es en plus des gens, des fois plus en action, que tu veux que les choses bougent, faire ça, c'est le genre de choses que tu mets de côté. Et pourtant, c'est ça, il y a des sections qui sont essentielles. Parce que, à ton exemple, c'est OK, mais tu veux te louer un local, là, OK, combien il faut que tu en vendes de ton truc? Et à quel prix? Il faut que j'en vende 1000 par jour. C'est-tu réaliste? Ouais, peut-être pas. OK, bien, tu sais, check, parfait, ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est la localisation qui n'est pas le problème? Est-ce que c'est ton prix? Mais toutes ces expérimentations mentales, là, ça vaut de l'art. Là. Exact. Parce que c'est de l'essai-erreur. Mais après ça, si tu restes dans ton sous-sol à faire ça, il va te rater toute la vraie vie. Là, fait qu'il faut vite le tester dans le vrai monde après. Ouais, puis le travail, j'en ai pas parlé, mais les conseillers en entrepreneuriat dans les cégeps là, du Québec, ils ont un travail aussi à faire de sensibilisation, de pédagogie auprès des étudiants. Puis on n'est pas là pour leur dire comme quoi que leur projet n'est pas bon ou comme quoi là, une décision d'affaires n'est pas la bonne, mais c'est aussi de les faire réfléchir pour justement estimer qu'en fin de compte, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues, mais ça fait en sorte qu'ils vont peut-être trouver une autre idée. Au lieu d'avoir son propre local, ben là, il va dire « Ah, mais je vais aller en distribution ». OK, bon, il va falloir qu'il loue un entrepôt, mais là, ça, c'est autre chose, là, mais c'est de l'amener justement à cheminer. C'est ça, un entrepreneur. Tu dis que c'est dans l'action, l'entrepreneur, puis là, c'est là que l'action, malheureusement, le plan d'affaires peut retarder cette action-là, mais c'est pas ça qu'on veut. Par contre, qu'est-ce qu'on veut pas, c'est que l'entrepreneur, une fois qu'il a démarré, que là, il soit retardé par le fait qu'il n'a pas pensé à certaines choses. C'est pas une fois que tu as démarré, tu as ouvert tes portes, que là, tu dis « Oh, j'ai pas pensé, par exemple, de faire ma stratégie marketing, mes publications sur Facebook, Instagram, j'ai pas pensé à ça au préalable. » Mais c'est pas une fois que tu as ouvert tes portes que tu as des clients que là, il va falloir que tu y penses vraiment avant que faut que tu prennes plus que 2 heures pour pouvoir le faire. Il y a tellement de zones d'ombre, puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que, tu connais bien ton produit, tu as une idée un peu de ton client, mais toute la zone d'ombre là, à laquelle tu n'as pas pensé, bien, le plan d'affaires sert à ça. C'est-à-dire, as-tu pensé à ton marketing? As-tu pensé à ton prix? As-tu pensé à tes finances? Non, je ne vais pas répéter ce qu'on vient de dire, mais c'est là où, des fois, juste poser des bonnes questions aux bonnes personnes, ça éclaire puis ça fait sauver des heures, des jours, des mois de travail. Ah oui, effectivement. Faut pas avoir... Puis moi, je suis le premier qui a trop d'ego là, par rapport à... J'aime pas ça demander de l'aide, mais si j'avais demandé plus d'aide dans mon parcours entrepreneurial, j'aurais sauvé et de l'argent et du temps et on aurait été meilleur sur 1000 affaires parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a des gens qui vont dire « Je sais pas c'est quoi tu fais, mais as-tu pensé à ça? » Oh shit! Ou telle entreprise, là, eux, leur modèle d'affaires, c'est qu'ils vendent des abonnements à des contracteurs. Oh, hey, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Parce que les possibilités sont infinies. Elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y en a vraiment beaucoup. Comme entrepreneur, mais c'est notre job aussi de quand même creuser toutes les possibilités. En tout cas, les possibilités intéressantes. On y va avec le dernier. La cerise sur le sundae, moi, c'est celle que j'entends le plus souvent, c'est « j'ai pas l'idée de génie ». J'ai pas trouvé la bonne idée pour me lancer. Puis Léopold, tu disais que c'était un peu ton cas aussi. Oui, bien c'est ça. Moi, je le ressens. Je pense qu'on est vraiment beaucoup, on en parle, puis... Mais c'est peut-être 2 catégories. Il y a les gens qui ont les idées, puis il y a des gens qui ont l'air de pas en avoir des idées. Puis moi, je me constate plus dans ces gens-là qui en ont pas. Non, mais c'est pas ça. Moi, je t'arrête de dire, c'est pas vrai. C'est pas que t'as pas d'idées. Pour le moment, t'en as pas. Tu sais, t'es jeune encore, là. C'est comme... c'est un cheminement. Peut-être que dans 5-10 ans, là, tu vas être celui qui a le plus d'idées par rapport aux autres. Mets-toi pas dans une case, c'est ça que je veux dire. Mets-toi pas dans une catégorie. Je vais pas me restreindre. OK. Mais de rencontrer des gens qui ont des idées, c'est magique. Là. On a un entrepreneur qui fait du loisir, puis lui, il a des idées à l'infini. Je l'ai rencontré, je pense, à la conférence l'autre jour. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on finit par être complémentaires. Puis c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Je pense que la forme de s'associer avec quelqu'un ou de reprendre un projet, pour moi, ça me correspond plus parce que j'ai l'impression de ne pas être capable d'avoir cette idée de génie. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à cette idée de génie. D'avoir une idée qui répond aux besoins des clients, comme on l'a dit, c'est suffisant pour lancer un projet. Oui, absolument. Je crois que c'est important aussi de développer sa créativité. Parce que des fois, on peut penser, on va sur Internet, je vais aller sur Google, idée d'entreprise. Ou avec l'intelligence artificielle, on peut partir. On va demander, trouve-moi une entreprise à démarrer. Mais ça, je te dirais que oui, il y a cet aspect-là de trouver l'idée, mais qu'est-ce que je trouve encore plus intéressant et pertinent, c'est de développer notre créativité. Puis malheureusement, dans le parcours scolaire,
on n'a pas beaucoup cette occasion-là, je trouve, de développer cette créativité-là. Puis le QGDA, au mois de janvier, on a organisé une activité justement pour un atelier de créativité. On Léopold a eu l'occasion de participer. Je sais Et de la pas qu'est-ce que remporter. tu T'as-tu remporté? tu Il n'y retiens. avait rien à remporter, Non, mais ok. je suis reparti avec des nouvelles compétences, puis une nouvelle, pour vrai, une Toi, t'es nouvelle un gagnant. vision. Mais une nouvelle vision de la créativité. Tu sais, je disais, j'avais pas d'idée, mais de se rendre compte que la créativité, c'est pas de dessiner une peinture, là, c'est pas ça la créativité. Ça passe par l'empathie, l'écoute. Tu sais, c'est vraiment un processus qui est complexe puis qui peut être encadré, en Oui. fait, la créativité. Qui est scientifique même à certains égards. Oui. Moi, j'ai été comme ça. Hein. Toute ma vie, je pensais que je n'étais pas créatif parce que je n'étais pas bon en art. Mhm. Puis, c'est pas que je n'étais pas bon en art, c'est tu sais, oui, il y a différents niveaux de talent. Je suis pas mauvais, mais j'en faisais pas. C'était pas valorisé tant que ça chez moi. Puis, c'est quelque chose pour lequel je porte un grand intérêt. Fait que je pensais que je n'étais pas créatif. Quand je suis arrivé en entrepreneuriat à HEC Montréal, 3e année, là, je me suis mis à avoir 1000 idées puis à comprendre que, oh non, je suis un immense créatif dans le domaine d'entrepreneurial, Oui. mettons. Mais ça, c'est mortel parce que, tu sais, tu disais, dans le monde scolaire, la créativité, c'est très peu évalué, très peu renforcé. Au contraire, on aime ça mettre les élèves dans des cases souvent. Tu sais, on veut qu'ils répondent C'est aux sécurisant. critères. Puis c'est facile à évaluer. Ben La oui. créativité, c'est plus difficile à Ah oui, la évaluer. créativité, on la retrouve en art, par exemple. Ben, là. énormément. Mais on doit la retrouver ailleurs, là, effectivement. Là. Puis l'autre mot que tu as nommé, c'est empathie. Oui. Ça, c'est vrai. Quand on est... Moi, j'y crois à l'empathie, là, c'est comme un super pouvoir, à mon avis. Quand on est empathique face à un client potentiel, on peut vraiment comprendre d'où il vient, c'est quoi ses enjeux, ses défis. Puis là, notre solution à ses enjeux vont être vraies. Ouais. Mais si on n'est pas empathique, on va être centré sur soi. Ah, oui, je pense que c'est ça son problème, je vais faire ça. Mais non, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas compris d'où elle venait, cette personne-là. Pas avec tous les mots qu'elle a dit, avec ce qu'elle n'a pas dit aussi. Oui, Quand on est empathique, on est capable d'aller au-delà de tout ça. là. ouais, puis tu sais, moi, je n'ai pas eu d'idée, là. Tu sais, je veux dire, j'étais en affaires et je n'ai pas eu d'idée. La créativité, par exemple, est là, elle est présente dans tous les moments de ma vie. Et, tu sais, avoir une nouvelle idée, un nouveau produit, tu sais, ça, c'est là, c'est constant. Mais, puis je reviens encore avec ça, tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'une idée. Des fois, c'est justement, il y a des opportunités devant toi, que ce soit d'acheter une entreprise, de s'associer avec quelqu'un qui a, lui, l'idée, tu sais, un peu comme ce que tu disais, Léopold. Et, tu sais, c'est ça, il y a l'entrepreneur, l'intégrateur, le visionnaire. Tu sais, on n'a pas besoin de porter tous les talents sur notre tête, nos épaules. Là. Je ne sais pas ce serait quoi la bonne affaire. Là. Les deux. Peut-être Les deux? épaules, là, oui. En tout cas, d'endosser tous les talents qu'il faut Je pour sais pouvoir que le c'est faire. lourd. Genou, orteil. Mais en ce moment, je chante beaucoup ces chanteurs. Ben, ces c'est ça, chansons-là. mais, là. ben, c'est pour ça que je t'ai arrêté. Là. Je Oui, sentais avec que ma tu fille, allais j'ai plus l'impression loin. d'être là. une animatrice de camp de jour. Là. Ça ne fait que commencer. Et là là. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas l'idée. Puis, je me dis, un jour, peut-être qu'il va en avoir une idée qui va faire en sorte que je vais vouloir démarrer. Ouais. Mais il y en a des entreprises à acheter. Ouais. Il y en a Exact. 32 000 dans les prochains 10 ans. Pas rien, là. C'est fou, hein? 32 000. 32 000 au Québec. Puis, on en a parlé dans J'ai pas d'argent, là, mais acheter une entreprise qui existe déjà, qui a déjà des flux de trésorerie, disons positifs, qui a déjà une profitabilité, une entreprise qui vaut 1 million, mettons, qui a peut-être 3 millions de chiffre d'affaires, elle a 200 000 de profit, elle vaut 1 million sur le marché. Ce que ça coûte en argent à acheter, c'est peut-être 50 ou 100 000 $. Le reste, on peut l'emprunter. Mais tu le finances. Aussi, tu le finances. C'est juste que les premières années, toi, tu te verses moins de salaire. C'est ça. Mais tu peux quand même te verser un salaire. Puis moi, c'était ça aussi. Partir de quoi, puis pas pouvoir manger comme ce que je veux. Mais Tes fameux filets mignons. Dans son crop dinner? Ou... mais c'est ça, mais en plus, c'est ça. Maintenant, j'ai découvert le Annie's. C'est vraiment bon. Mais bon, là, on s'en va ailleurs. Je reviens aux sources. Puis non, je mange du crabe dinner maintenant. Ah oui, c'est vraiment ça, bon. hein. C'est ça que je veux dire. OK. Mais c'est ça, de ne pas manger. Tu peux super bien vivre, justement, des gens qui ont déjà une famille. Mais ça t'assure une certaine sécurité. Si la compagnie est en santé, puis il y a un cédant, une personne qui est juste prête à aller à la retraite, puis... Et peut même financer la vente. Ben ben, oui, c'est ça. avec Ah une oui, balance bon, de c'est prix bon. de vente. Il y a 1000 manières de le faire. Et de dire, ben moi, ça me tente pas de travailler pour quelqu'un. Je veux être entrepreneur. J'ai pas l'idée, mais j'ai cette belle opportunité-là d'une entreprise dans ma région qui est à vendre. Puis, tu sais, dans les genres d'entreprises, tu sais, ça peut autant être une entreprise, un commerce que tu retrouves dans ton village, que ça peut être la grande entreprise, l'usine. Tu sais, Ouais. c'est selon aussi ce que tu désires. Tu sais, un fleuriste, où est-ce que tu veux justement travailler ta créativité, tes talents là-dedans, ça peut être quelque chose qui t'interpelle, mais ça se peut aussi que ça te tente d'avoir une entreprise qui plaie de l'acier. Il y a tellement de types d'entreprises. Absolument. Puis tu sais, c'est pas... Il faut être ambitieux dans la vie, là, je pense, là. Puis quelqu'un qui a le goût d'avoir une entreprise, mais qui n'a pas d'idée, ben va dans des domaines de passion. Tu sais, parce que la passion, là,
quand on travaille dans une zone où on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler, là, la fameuse expression, mais c'est vrai. Quand tu es passionné par quelque chose, moi, je suis passionné d'éducation puis de l'impact que ça a. Fait qu'au quotidien, c'est le monde dans lequel j'œuvre. Après ça, les opportunités sont super variées. Mais c'est de choisir un domaine qui te passionne. Les fleurs, prendre cet exemple-là. Qu'est-ce qui empêche un jeune ou un moins jeune d'aller voir un fleuriste qui admire? Tu sais, mettons, moi, je suis à Laval, OK, il y a tel fleuriste sur le boulevard Sainte-Rose. J'y vais une fois par mois. Je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font. J'entends les commentaires. Tout le monde aime ça. Je vais aller le voir, le propriétaire. Je dis, hey, je veux travailler avec toi. Mon but, ça serait de te racheter dans un an. T'en penses quoi? Il y a plein de façons de le faire. C'est un peu direct, ça. Mais ça se peut que le fleuriste fasse, hey, OK, je t'embauche. C'est un salaire. Je cherche des employés de toute façon. Je t'embauche. On travaille ensemble. Puis 3 mois, 6 mois après, c'était un lifesaver. Là. Combien d'entrepreneurs ont peur de ne pas être capables de vendre leur entreprise? Hey, là, j'ai de la relève à l'interne que je connais. Ça devient super Puis, intéressant. je reprends ton idée du fleuriste dans la mesure où est-ce que tu dis, ils le font, mais moi, je pourrais le faire mieux. Ben oui. Fait que là, tu arrives avec une idée de valeur ajoutée. Ouais. Puis ça, c'est sous-estimé. Puis là, encore là, on développe notre créativité. C'est là où tu n'es pas obligé de manger du craft dinner quand tu Non. achètes une entreprise. Tu peux Oui. juste augmenter ton chiffre d'affaires, ta profitabilité. Puis Fait tu que es là, capable de payer ton... tu étais déjà capable de la rembourser, mais là, en plus, tu peux la rembourser plus vite puis de verser plus de salaire rapidement. Absolument. Donc, Absolument. la clé aussi pour pour trouver son idée, c'est d'être curieux. C'est ça, dans tout, là, mais ça particulièrement, là, de continuer à d'être curieux, de s'intéresser à un domaine d'activité, par exemple, qui peut nous... qu'on a de l'intérêt, une passion, ça, c'est vraiment extrêmement important aussi. Puis par rapport à l'achat d'entreprise, il existe des organismes aussi au Québec là, qui sont présents, qui peuvent aider justement à faire un mariage là, entre des cédants et puis des acheteurs. Fait que c'est ça, les gens, il ne faut pas hésiter là, à communiquer avec ces entreprises-là, ces organismes-là, parce que c'est pas sur Marketplace là, que tu vas les retrouver. Là. Fait que, il y a quand même puis il y a un effort qui est fait là, au niveau du Québec, là, parce que d'ici les 10 prochaines années, je pense que c'est 75% là, des entreprises là, qui vont changer de main. Fait que, c'est quelque chose là, qu'on sait qui va arriver. Absolument. Alors, à ce moment-là, ça va permettre à des gens de pouvoir prendre la relève. Là. Dans des régions du Québec aussi, c'est extrêmement important aussi de pouvoir garder les entreprises dans nos régions, permettre aux gens de pouvoir continuer à garder les capitaux en région, là, parce que c'est une réalité là, on a réalisé aussi du côté, par exemple, de Mont-Laurier, lorsqu'on a rencontré des partenaires, il y avait une préoccupation de ce côté-là. Puis pour ceux qui trouvaient que le QGDA, c'était vraiment intéressant pour eux d'avoir des jeunes qui ont intérêt pour l'entrepreneuriat, des jeunes qui pourraient être aussi présents là, pour acheter des entreprises là, qui seraient mises en vente là, au cours des prochaines années là, dans Mercier, là, Antoine Labelle. Mais ce que j'aime, moi, de l'entrepreneuriat, c'est pas d'opérer à tous les jours une entreprise. C'est de dire qu'est-ce que mon entreprise peut faire comme différence dans ma communauté. Puis là, on devient vraiment un écosystème qui devient sain. Puis plus il y a des jeunes entrepreneurs qui vont justement aller vers ces entreprises-là, autant en région, si ça reste au Québec, c'est qu'on va travailler notre écosystème à nous. Exact. T'sais, on va créer de l'embauche ici, on va créer de la valeur ici. Puis c'est ça qui est beau de l'entrepreneuriat. Puis si je pouvais, arriver avec un mot de la fin, puis tu parles de curieux, puis j'ai le goût de dire confiance. J'ai envie que nos jeunes se fassent confiance en ce moment. Ils développent des talents, sont dans cette courbe, ils sont dans cette courbe d'apprentissage-là, mais qu'ils se fassent confiance. Des défis, ils vont en avoir toute la vie. Que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue d'affaires, il va toujours avoir des défis. Après ça, c'est de dire comment est-ce que je passe au travers de ces défis-là, l'aide que je vais aller me chercher. Le QGDA, c'est une super de belle ressource pour eux, mais de se faire confiance. On l'a à l'intérieur de nous. Puis on n'a pas à avoir toutes les réponses au début. Puis ça revient à cette notion-là d'idée de génie, là, pour faire la boucle. Il n'y en a pas d'idée de génie, ça n'existe pas. C'est juste une idée qu'on va creuser, puis un an plus tard, l'idée est complètement différente. Mais ceux qui attendent l'idée de génie font rien. Parce qu'ils pensent que, en fait, elle n'arrive jamais, l'idée de génie. Ça prend une idée, une intention, des bonnes valeurs, de l'empathie, de la curiosité. Puis on mélange tout ça, puis on se dit, OK, il va y en avoir 1000 problèmes, 1000 enjeux vont arriver. Et à chaque fois, on va trouver des solutions. C'est ça la job d'entrepreneur, c'est de trouver des solutions à tous les problèmes qui arrivent. Puis c'est là qu'on réussit à changer le monde dans une communauté ou dans une province, dans un pays. Hey, on a fait le tour des 7 obstacles. Je pense que les gens qui nous ont écoutés, en tout cas, j'espère que les gens qui nous ont écoutés vont avoir... S'ils peuvent sortir avec, OK, c'est pas grave, j'ai plein de freins, mais je fonce. Je prends le téléphone ou je vais voir le QGDA ou je fais un pas en avant pour entreprendre. Exact. Ben, ça va faire une différence. Parce que le but, c'est vraiment de donner le goût d'entreprendre, tout simplement, en brisant les barrières. C'est ça l'idée là, de notre rencontre d'aujourd'hui. Paul? D'être audacieux, si je peux dire. Très bien dit. Ouais. Absolument, absolument.
Léopold, Luc, Marc-Claude, merci beaucoup. Merci à toi, Carlo. Merci à vous. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!